des queues d'écrevisses. Vous avez évidemment toutes les crevettes possibles et imaginables, décortiquées bien entendu. Vous avez les gambas, vous avez les scampi, tout ça bien entendu donc décortiqué, je le rappelle, hein. Vous avez le homard, vous avez la langouste, vous avez la langoustine et vous avez les crabes, les tourteaux, les araignées, donc uniquement la chair évidemment. Chers amis, soyez les bienvenus dans cet épisode avec mon ami Guy. Alors, chers amis, pour nous trouver, on va commencer par le début. Vous savez que vous pouvez nous trouver sur Internet, sur le site sopac.be, si on parlait cuisine. Voilà, vous pouvez nous trouver aussi sur YouTube, la chaîne YouTube si on parlait cuisine. Euh, Si vous voulez communiquer avec nous, vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante, si on parlait cuisine@gmail.com, si on parlait cuisine tout attaché évidemment, et sur le site sopac.be, sur le formulaire de contact. Voilà, vous avez tout pour nous trouver, pour que vous nous fassiez vos commentaires, que vous posiez vos questions, que vous fassiez des suggestions, et Guy se fera un plaisir de vous répondre. Bonsoir Guy. Bonjour Claude. Alors, Guy, dans le cadre de notre repas de fin d'année, nous allons parler entrée chaude. Il y aura une entrée froide par la suite. Entrée chaude, et cette entrée chaude, c'est autour d'un ragoût de fruits de mer et champignons. Et tu vas nous donner des explications de base et tu vas aussi donner tout un tas d'informations pour varier les ingrédients. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait exact. J'ai beaucoup de plaisir à vous parler de cette recette parce qu'elle est, on pourra la qualifier de protéiforme. Alors on emploie le terme protéiforme pour désigner quelque chose qui prend toute une série d'aspects différents avec des éléments de base qui sont, je dirais, identiques ou similaires. Mmh. Alors, en fait, comment peut-on faire un ragoût de fruits de mer, de poissons et de crustacés, hein, les 3 mélangés éventuellement même d'ailleurs? Oui, Comment peut-on faire lorsque on est, je dirais, cuisinier ou cuisinière amateur, et ceci n'étant pas péjoratif, mais sans devoir se lancer dans de toutes grandes recettes de base comme le ferait un cuisinier professionnel qui doit, s'il se respecte, si je puis dire, tout faire depuis les éléments bruts, hein. oui. Alors, l'idée, c'est la suivante. Alors, une sauce de base que vous allez réaliser à partir d'un produit industriel qui est tout simplement une bisque de homard ou de crustacés que vous trouverez dans le commerce, et je vais en parler dans quelques instants. Vous allez réaliser donc votre sauce à partir de ce produit, et dans cette sauce, vous allez ajouter toute une série d'éléments. Donc, j'ai parlé de poissons, de coquillages et de crustacés. Alors, ça permet aussi, Heu, je dirais en fonction des produits que vous allez choisir, de le faire en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Parce que nous savons bien, Claude, que nous avons des auditeurs qui habitent en France, mais nous en avons qui habitent aux États-Unis, nous en avons qui habitent je ne sais où en Asie. En Donc Asie, forcément, les produits ne sont pas toujours disponibles, oui, de la même manière que chez nous, hein, ouais. dans d'autres régions du monde. Mais par contre, une chose qui est certaine, c'est que dans quasiment toutes les régions du monde, même je dirais à la limite, peut-être, si on habite, dans l'Himalaya ou dans la Mongolie intérieure, hein, loin de la mer, loin de l'océan, mais en principe, on trouve un peu partout des poissons, des fruits de mer, des crustacés, et même, je dirais, des poissons d'eau douce tout simplement, voire Oui, des crustacés d'eau douce, hein, il y a pas de oui, problème. oui, oui, oui. Donc, et on trouve malgré tout maintenant, dans les rayons surgelés des magasins, on trouve quand même toute une série de choses. Alors quand je dis poissons, fruits de mer, crustacés, qu'est-ce que j'entends? On va prendre le cas, par exemple, des coquillages qu'on appelle généralement des fruits de mer. Mais vous pouvez mettre dans ce ragoût, dont nous allons parler, aussi bien des moules. Mais si on prend le cas des moules, vous avez 4 ou 5 espèces de moules qui sont à notre disposition. En France, vous avez la moule de Bouchot, qui est cette petite moule qui pousse sur des pieux qu'on appelle des bouchots ou sur des cordes. Oui. Vous avez la moule de Zélande chez nous aux Pays-Bas, qui est la moule consommée par les Belges,
qui adorent la moule de Zélande parce qu'elle est plus grosse et plus charnue que la moule de Bouchot. Oui. Vous avez les moules du Danemark qui sont un petit peu plus grandes aussi. Vous avez des moules en Irlande. Vous avez des moules espagnoles et portugaises qui sont des moules de grande dimension. Et vous avez même des moules qu'on trouve en surgelé qui nous proviennent de Nouvelle-Zélande, qui sont des moules qui sont, je dirais, pêchées et je dirais, mises en boîte et surgelées et cuites, pré-cuites évidemment, par les Maoris qui ont obtenu d'être les seuls à pouvoir exclusivement le faire en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si on trouve ces moules-là en France, mais on doit les trouver en tout cas dans les magasins réservés aux professionnels. Mmh. Donc voilà, les moules, vous avez déjà 5 ou 6 possibilités différentes. Alors vous pouvez acheter des moules, soit fraîches, soit surgelées. Alors si vous achetez des moules fraîches, vous devez évidemment les cuire. Là, ce n'est pas compliqué. On va dire que vous prenez un peu d'oignon, vous prenez un peu de céleri en branches, un peu de matière grasse, vous émincez, vos légumes, vous les faites suer. Donc je rappelle suer, c'est les faire, cuire à couvert à feu moyennement, puissant de manière à ce qu'il y ait une toute petite caramélisation, mais à peine perceptible, hein. Oui, Donc légère. c'est sans à peine on ne doit même pas la voir en réalité, hein. Oui, On fait plutôt fondre les légumes que les caraméliser, mais oui. le fait de les cuire comme ça sans eau, simplement avec leur propre vapeur, va légèrement les caraméliser, mais c'est à peine si on peut le voir, mais le goût sera meilleur, hein. Mmh. Alors vous ajoutez vos moules, vous ajoutez un filet de vin blanc, un peu de thym, un peu de laurier si vous le souhaitez, éventuellement un peu de queue de persil, et puis vous couvrez et vous laissez cuire. Dès que les moules s'en trouvent, vous remuez bien la casserole pour qu'elle soit très peu cuite. Dès le moment où la moule s'ouvre, elle est suffisamment cuite. Vous récupérez, vos moules, vous les décoquillez, vous les réservez. Voilà pour la cuisson des moules. Alors, vous allez pouvoir utiliser le jus de cuisson des moules, par exemple, pour cuire d'autres choses. Il y a d'autres coquillages, vous pouvez prendre également. Vous avez la coquille Saint-Jacques. Là, vous comptez à ce moment-là l'équivalent d'une coquille Saint-Jacques par personne, hein, que vous allez devoir décoquiller si elle est fraîche, mais on trouve aussi des coquilles Saint-Jacques, je dirais en saumure, on les trouve fraîches évidemment, hein. On les trouve également, je dirais chez un écailler professionnel ou chez un poissonnier, simplement, je dirais décoquillées sans plus. Mais vous pouvez aussi prendre d'autres choses, comme des pétoncles par exemple, qui sont des Oui, mini coquilles Saint-Jacques finalement, oui, oui. hein. Vous pouvez prendre également d'autres coquillages, hein, des palourdes, des clams, enfin que sais-je. Mmh. Donc, vous voyez qu'au niveau des coquillages, vous avez vraiment le choix et vous utilisez à ce moment-là, si ce sont des coquillages qui sont encore en coque, des coquillages de petite dimension, vous utilisez la même technique que pour cuire les moules. Si ce sont maintenant des coquillages de grosse dimension, comme les coquilles Saint-Jacques, vous pouvez soit les pocher, alors à ce moment-là, vous les pochez par exemple au jus de moule, soit vous les passez simplement sur une poêle bien chaude avec un tout petit peu de matière grasse, vous les snackez tout simplement. Il n'y a pas besoin de les cuire de trop. Pourquoi? Parce que, vous allez les réchauffer dans la sauce et une coquille Saint-Jacques, quand elle est trop cuite, elle perd énormément en volume, elle perd de l'eau de sa constitution propre et elle se retrouve à peser 3 ou 4 fois moins que ce qu'elle ne pesait au départ, Oui, ce puis qui est malheureux. On c'est doit Oui, c'est caoutchouteux, c'est pas bon. caoutchouteux. On doit garder une coquille Saint-Jacques, je dirais la moins cuite possible. Elle doit même, si on veut comparer avec une cuisson, de viande, une coquille Saint-Jacques, ça se mange saignant finalement, hein. Oui, oui, Elle doit oui, être tiède à l'intérieur, mais oui, rien de plus. à Donc voilà pour ce peine. qui est des coquillages. Mmh. Vous avez des crustacés maintenant. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme crustacés? Ben vous pouvez utiliser quasiment tout ce qui se trouve dans le commerce. Des queues d'écrevisses, parce qu'on n'est pas obligé de ne garder que des crustacés d'origine marine. Donc des queues d'écrevisses. Vous avez évidemment toutes les crevettes possibles et imaginables, décortiquées bien entendu. Vous avez les gambas, vous avez les scampi, tout ça bien entendu donc décortiqué, je le rappelle, hein. Vous avez le homard, vous avez la langouste, vous avez la langoustine et vous avez les crabes, les tourteaux, les araignées, donc uniquement la chair évidemment, que vous pouvez acheter soit en frais et vous les cuisez, soit en surgelé et vous les utilisez tels quels. Petit rappel, vous pouvez aussi utiliser des mélanges tout faits, hein, ça existe en Oui, surgelé entre autres, mais ça oui, existe en frais, oui, style mélange de fruits de mer. Alors, au niveau des autres fruits de mer, vous avez également les calamars. Les calamars, les poulpes, dont vous pouvez utiliser aussi bien les tentacules que, je dirais, la partie pour le calamar, la partie blanche qui constitue le corps proprement dit de l'animal, oui, hein, donc vous avez ça également. Au niveau des coquillages,
je reviens sur un autre coquillage, vous pouvez très bien utiliser, des bigorneaux et des bulots, pas de Mmh. problème. Je Mmh. rappelle que les bulots, on les trouve généralement précuits chez les mareyeurs. Oui. Quand on nettoie un bulot, il faut enlever évidemment l'opercule qui se trouve, je dirais dans la partie extérieure du bulot, c'est ce qui lui sert de porte de fermeture, hein, Mmh. quand il se Mmh. réfugie à l'intérieur. Mmh. Mais vous devez également, éliminer, je dirais, le tiers arrière du bulot, qui est en fait son système digestif. Il ne faut pas Oui. oublier ça. Quand on Oui. décoquille, on doit enlever cette partie-là, qui est une partie qui est, disons, non consommable de manière Oui, agréable, hein. oui. Donc ça, il faut enlever. Les bigorneaux, évidemment, ça c'est un jeu de patience. Il faut enlever ça à la petite aiguille, enlever l'opercule, hein, et enlever la partie terminale, mais il faut déjà en faire beaucoup pour en avoir une tasse, hein. Mais enfin, c'est Ouais. agréable quand on aime passer son temps, c'est agréable à faire, si on aime, disons, cuisiner. Alors, tout ce qui est, crabe et compagnie, ça se cuit à l'eau bouillante salée. Et alors, il y a un petit truc, à quelle quantité de sel doit-on mettre? Eh bien, on doit mettre la même quantité de sel que celle qui se trouve dans la mer, à savoir à peu près 32, 33, 34 grammes. Ça ne vient pas à un gramme près, hein, de sel marin au litre d'eau. Ça, c'est une Ouais. règle à retenir. Ouais. On sale avec la même proportion que le sel des océans. Vous allez me dire: «Oui, mais bon, entre, la mer Baltique, hein, qui contient moins de 20 grammes de sel au litre et la mer Rouge qui en contient 40, il y a une différence, Oui. mais on va considérer que Oui. 34-35 grammes de sel, c'est la bonne mesure». Oui. Oui. Alors, vous avez les poissons maintenant. Donc j'ai réglé le problème, je dirais des crustacés. Donc là, vous mettez vraiment en fonction de vos budgets, en fonction de vos désirs. Vous mettez aussi bien de la langouste ou du homard que tout simplement des crevettes roses, hein. Donc Oui. ça, c'est une question de choix. Alors, au niveau des poissons, ben là, vous avez évidemment un choix extraordinaire. Le tout, c'est d'avoir des morceaux, je dirais, d'une taille, d'à peu près 2-3 centimètres de côté, que vous allez pocher. Alors, vous pouvez toujours utiliser votre fameux jus de moule si vous en avez, sinon vous faites tout simplement un petit fumet, hein. Donc comment Oui. fait-on un petit fumet? Ce n'est pas compliqué, un peu d'eau, un peu de légumes, donc de la carotte, du céleri, un peu d'oignon, un bouquet garni, un peu de vin blanc, bien sûr du sel et du poivre, et vous pochez vos poissons, dans ce bouillon de légumes que vous venez de réaliser, hein. Alors, vous pouvez avoir du saumon. Maintenant, le saumon est quand même très démocratique. Vous pouvez Oui. mettre également tous les poissons blancs possibles et imaginables, des filets de rouget. Il y a un poisson, de la lotte aussi. Il y a un Oui. poisson pour lequel je suis très, 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 je dirais, très opposé dans ce cas-ci, c'est la sardine. Alors tout Oui. ce qui est Oui. sardines, harengs, Ouais. bon, ça ne va rien amener de correct. La sardine va Maquereau au et contraire aussi. amener un Ouais. le Le maquereau, bon, je ne serais pas trop pour. En fait, il Oui. faut un poisson qui soit en filet déjà, hein, donc Oui, oui. sans peau ni arête, ça c'est une première chose. Ouais. Mais les Ouais. poissons, à part le saumon, les poissons extrêmement gras comme, la sardine et le hareng ont en plus un goût particulier qui Oui, est fort. relativement désagréable et fort pour Oui. ce genre de préparation. Oui, Donc oui, je n'en oui. mettrai pas, Oui. je n'en mettrai pas. Ouais. Alors, donc les poissons, bon, soit vous les snackez, c'est-à-dire que vous les cuisez très rapidement dans une poêle incollable bien chaude avec un petit peu de matière grasse. On va prendre le cas des filets de rouget parce que vous pouvez également, choisir de présenter les choses de manière à ce que certains poissons, soient plus apparents que d'autres, hein. Le Ouais. filet de rouget, par exemple, le petit filet de rouget, il est très joli avec ses couleurs roses irisées comme ça, un petit peu nacré. Donc on peut très bien dire: «J'en mettrai un par personne, hein, et je vais le faire dépasser lorsque je dresserai», ça je vous expliquer après. Lorsque je dresserai ça dans mon feuilleté, je le mettrai après au dernier moment pour qu'on puisse bien le voir. Bon, il est Mmh. évident que si vous mettez, le prix et que vous mettez du homard et que vous mettez l'équivalent, je dirais de allez, on va prendre des petits homards évidemment, hein. L'équivalent d'un petit demi-homard par personne, vous allez mettre la pince décortiquée aussi, également une par personne. Donc à ce moment-là, vous allez la mettre en évidence, vous n'allez pas le noyer dans tout l'ensemble de la sauce. Vous allez vous arranger pour la mettre, pour qu'on puisse la voir, hein. Bon, ça c'est un petit problème de dressage et je vais vous en parler après. Donc, les poissons, ben donc, tous les poissons blancs que vous allez découper en petites noisettes ou en petits morceaux, les poissons de type saumon, les poissons de type rouget, je crois que tout est possible. Ne multipliez pas
à l'exagération vos Oui, produits. Si oui, vous avez par exemple 2 poissons, un blanc et un poisson rouge de type saumon. Si vous avez, 2 crustacés, des crevettes grises et puis un crustacé un peu plus gros, comme par exemple un peu de homard ou de la langoustine, voilà. Si vous avez, par exemple, au niveau des coquillages, 1 Saint-Jacques par personne et 3 ou 4 moules par personne, vous êtes bien. Il ne faut pas avoir 20 produits différents, ça ne sert à rien. Vous allez vous compliquer la vie au niveau des achats et puis surtout, quand vous devrez donner à chacun la même chose, ce sera beaucoup plus compliqué. Plus oui. vous allez multiplier les produits au sein de votre appareil, l'appareil, ça veut dire la composition de base, la recette, plus vous aurez des difficultés de faire les parts correctement, évidemment, ouais. Mmh, 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 mmh. Alors, les champignons maintenant. Oui, Alors les champignons, moi je vous conseille de rester aux champignons les plus simples possibles, champignons blancs de Paris. Prenez des petits champignons bien fermés, évitez des champignons qui sont trop gros ou qui sont en passe de s'ouvrir, oui. parce que les champignons, lorsqu'ils s'ouvrent, ont les lamelles qui deviennent plutôt brunes et puis noirâtres, et ça risque de colorer votre sauce et de ne pas donner un très bon goût ni un très bel aspect. Mmh, Donc il vaut mieux mmh. garder des champignons qui sont les plus petits possibles et bien fermés. Vous pouvez également prendre d'autres champignons un peu fermes. Je pense ici, par exemple, au pied de mouton, qui va très, très bien fonctionner, mais vous pouvez mettre également, des girolles ou des chanterelles. Voilà, Oui, ça pourrait oui, aussi oui, fonctionner. oui. Ne mettez pas, de champignons, enfin, vous pourriez le faire, mais je dirais que vous allez, peut-être, combiner des goûts qui ne sont pas forcément associés ou associables plutôt parce qu'ils sont tous très forts, vous allez perdre l'intérêt de chacun. Imaginons, vous diriez: «Tiens, je vais mettre des morilles». Le fait qu'on va avoir une sauce qui soit bisquée avec la morille, c'est pas Non, forcément, non, non, plus non. encore du homard. Vous allez avoir tous des produits extrêmement forts et extrêmement spécifiques. Oui, Essayez pour les champignons, rester un peu plus neutre. Alors comment oui, cuire ces champignons-là? Le mieux, c'est de les étuver ou de les cuire à blanc. Alors comment cuit-on un champignon à blanc? Ce n'est pas compliqué. Lorsque le champignon est bien nettoyé, bien lavé, prêt à l'emploi, selon sa taille, vous le laissez entier si ce sont des petits champignons blancs, soit vous les coupez en 2 ou en 4. Éventuellement, vous pourriez même les émincer. Vous les mettez dans un faitout, dans un poêlon, dans une casserole, dans une russe, hein. J'emploie toute une série de termes pour désigner, en fait, des ustensiles de cuisine tout à fait, habituels. Vous mouillez avec, de l'eau à peine à hauteur, une noix de beurre, un peu de sel, un peu de poivre, un filet de jus de citron, un petit papier qui vient, je dirais jusqu'à hauteur des champignons pour empêcher, je dirais une trop grande évaporation et surtout oui, pour que le champignon cuise avec le jus et la vapeur que la cuisson va dégager. ouais, Vous mettez un couvercle, vous amenez l'ébullition sur le feu, vous laissez cuire comme ça à petit frémissement pendant une dizaine de minutes, vos champignons sont cuits. Donc voilà pour les champignons et puis après, beh, vous avez la fameuse sauce. Alors normalement, avec ceci, on ferait ce qu'on appelle une sauce en mardine ou bien une sauce Nantua. Alors, si c'est une sauce en mardine, vous l'avez compris, elle est réalisée à base de homard. Si c'est une sauce Nantua, elle est réalisée à base d'écrevisses. Mais vous pouvez la réaliser également avec des crevettes, avec oui, de la langouste, de la langoustine, tous les crustacés que vous voulez, même avec du crabe. oui, Je oui. vais vous éviter cette corvée-là, tout simplement en prenant quoi? Eh bien, en prenant de la bisque de homard du commerce. Oui, c'est Alors, plus il y a simple. 2 types, c'est plus simple. Il y a 2 types de bisques de homard, indépendamment de la qualité et du prix. Vous avez celles qu'on vend en boîte de conserve et vous avez celles qu'on vend en briques, donc des Tetra Pak, ces fameuses briques, cartonnées, qui sont, enduites à l'intérieur d'un revêtement en aluminium. La différence qu'il y a entre les 2, c'est que souvent les potages qui sont vendus dans les briques cartonnées, donc dans les Tetra Pak, s'utilisent tels quels sans être dilués. Il ne faut Ah pas oui, prendre cela. Il faut oui, prendre la variante en boîte de conserve qui, 9 fois sur 10, s'utilise diluée. oui. Pourquoi? Parce que vous allez devoir rajouter de la crème fraîche liquide, de la crème fleurette, à la recette de base que vous allez prendre donc de la boîte. Alors, quelle quantité faut-il mettre? La moitié. Alors, j'ai un petit peu regardé parce que je le savais bien entendu, mais heu, la jungle des boîtes de bisques de homard, elle est terrible, hein. Vous avez des boîtes de 300 grammes, mais vous avez aussi des boîtes de 515 millilitres.
Vous avez des boîtes de 400 grammes et vous avez des boîtes de 404 grammes, hein, et je pourrais même encore en trouver d'autres si je voulais. Ça, ce ne sont que les boîtes simples parce que vous avez des boîtes doubles également. Alors, je vous donnerai les quantités que vous devez utiliser après, mais par contre, au niveau de la dilution, imaginons, vous avez une boîte de 400 grammes de bisque, vous devez rajouter la moitié, c'est-à-dire 200 grammes 200 grammes de de crème crème. fraîche. Ah oui, oui. La moitié, la moitié en crème. Alors, quelle crème? Minimum 30% Oui, comme de matière d'habitude. grasse, Oui, oui. 35 si c'est possible, 40 éventuellement, C'est mieux. hein. Oui, Mais c'est-à-dire que 35, c'est très bien. Mais ouais, si vous n'avez que de la 30%, c'est pas mal non plus, c'est suffisant. ouais. Bon, vous allez me dire: «Est-ce qu'on peut prendre de la crème allégée?» Je ne vois pas l'intérêt parce que, vous allez perdre au niveau du goût et quand on vous vend de la crème allégée à 4 de matière grasse, en réalité, ce qu'on vous vend, c'est du lait, hein. Oui, C'est du lait dans lequel on a mis des épaississants parce que ouais. le lait, il contient 4 de matière grasse. Donc n'allez pas payer une crème light, très chère parce qu'on vous vend, en fait, heu, tout simplement du lait au prix de la crème, hein. Faut pas Oui. être naïf, hein. On vous vend du lait au prix de la crème dans lequel on a mis des amidons modifiés, point à la ligne, hein. Ouais, ouais. Donc, prenez de la vraie crème fraîche et puis bon, un réveillon ou un repas de Noël ou de Nouvel An, ça n'arrive qu'une fois par an, hein. Donc, Absolument. ce jour-là, on peut disons, faire une petite entorse au régime. Donc, Oui, ce n'est pas compliqué, vous avez votre boîte de bisques, je vous donnerai les proportions après, hein. Vous avez votre boîte de bisques, vous prenez la moitié du poids, voire éventuellement, si vous n'avez que les explications en volume, ça pourrait exister sur certaines boîtes, la moitié du volume. Il n'y aura pas grande différence, donc c'est ça que je vous dis que l'un pour l'autre peuvent convenir. Vous amenez ébullition, vous mettez votre boîte de bisques dedans, vous la délayez au fouet gentiment et dès le moment où ça frémit, c'est bon, vous ne devez pas faire réduire, vous ne devez pas faire cuire, votre sauce est prête. mmh, Alors là-dedans, vous allez simplement ajouter les autres produits dont nous avons parlé. Alors dans les proportions sont les suivantes. Considérez qu'une proportion de base peut être 3/3. L'équivalent en poids, donc un tiers de sauce terminée, un tiers d'éléments de protéines, donc fruits de mer, poissons, crustacés mélangés, et un tiers de champignons. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une première possibilité. oui, Vous pouvez par contre faire varier cette proportion 40-60. Je m'explique. Entre les fruits de mer et les champignons, donc entre les poissons et les champignons, vous pouvez très bien augmenter l'un ou diminuer l'autre. Pourquoi? oui, Parce que vous vous dites, tiens, finalement, je préfère qu'il y ait davantage, entre guillemets, de légumes. Je vais plutôt monter à 60% en légumes et descendre à 40 en crustacés. C'est plutôt l'inverse qu'on fait d'habitude. mmh, En réalité, ce qu'on fait très souvent, c'est plutôt mettre davantage de poissons et dire: «Je mets un peu moins de champignons». oui. Alors, question que vous pourriez me poser, est-ce qu'on peut mettre d'autres légumes que des champignons? Oui, il y a un légume qui va très, très bien marcher avec ça, à condition de ne pas mettre que ça, c'est le fenouil. Oui, je pensais au Le fenouil, fenouil le fenouil, il va très, très bien marcher ouais. parce que fenouil, champignons, crustacés, c'est un très, 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 très beau mélange, Oui, l'anis, qui ça fonctionne passe bien, oui. qui fonctionne du tonnerre. Ouais, À une ouais, condition, c'est de mettre alors ça doit se faire à vue d'œil, hein, mais c'est toujours de garder 2 fois plus de champignons que de fenouil, parce que le oui, fenouil est relativement, je un peu dirais fort. caractéristique et puissant. Ouais, Voilà, il est ouais, un ouais, petit tout à peu fait. fort. Oui, Mais si vous ne mettez que des champignons et pas de fenouil, c'est pas grave, oui, ça va très, très bien fonctionner, hein. oui, Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre maintenant pour, je dirais, finir un peu la sauce? Alors, on peut mettre un peu de noilly prat, hein, de noilly prat oui, ou bien de, comment dirais-je? De vermouth, extra dry, hein, ça existe oui, également chez Martini, mais le oui, noilly prat est le plus connu. oui, Un petit filet de cognac, pas de problème non plus. On peut rectifier l'assaisonnement avec du sel évidemment, mais avec un peu de poivre de Cayenne qui va donner un petit peu de peps, hein. mmh, Pas de poivre de Cayenne, le piment d'Espelette va très bien faire l'affaire oui, également. À oui, défaut, du beau poivre noir, oui, c'est génial, hein. Donc vous avez votre sauce qui est terminée, vous avez votre mélange de poissons, fruits de mer, crustacés qui est là, vous avez vos champignons, il n'y a plus qu'à réchauffer et puis à présenter. Alors la partie la plus enfin la manière la plus simple de le faire, et tout ça va dépendre évidemment de vos talents et de votre, investissement et du nombre de personnes. Le plus simple, c'est le gratin collectif. Alors le Guy, gratin oui, pardon, de t'arrêter, est-ce que je peux te poser une question? Dans les produits, bon, on a parlé sauce, fruits de mer, poissons, crustacés, champignons, des quenelles de brochet ou est-ce oui, qu'on tout peut à fait.
On peut en mettre à condition, c'est d'avoir soit de petites quenelles, soit de les trancher, par exemple. Oui, voilà, Et alors vous les de mettez au faire tout des dernier moment. Vous les d'accord, mettez OK. au tout dernier Oui, moment de manière c'est dans le à ce moment qu'elles où ne on se arrive. défassent pas trop. Oui, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'au moment Au où vous avez tout dressage, quoi. réchauffé, Ouais, oui, un petit peu avant. Je ouais, dirais juste avant de vous emparer de la composition pour la mettre sur assiette ou dans le plat, vous ajoutez les quenelles ou les morceaux de quenelles de manière à ne pas devoir les triturer trop longtemps. Parce que ouais. si vous devez les mettre au départ et que vous les mélangez un peu trop, elles vont se dissoudre dans la Oui, sauce. oui, oui, C'est un peu absolument. fragile les Ça va quenelles, faire hein, la donc purée, on oui, on les met au dernier moment. oui, Vous n'aurez pas le problème avec des crevettes ou avec du poisson. oui, Mais les quenelles, c'est vrai qu'il faut mieux les mettre au dernier moment, mais ça peut se ouais. faire, tout à fait. Mmh. D'accord, OK. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donc, utiliser comme artifice de présentation? Le plus simple, c'est le gratin collectif. Des Oui, plats qui vont au four, évidemment. À ce moment-là, vous faites ça, bien entendu, à l'avance. Prévoyez plutôt des plats qui sont plus larges que hauts. oui, L'avantage, c'est d'avoir du gratin. Donc en réalité, il y a un moule qui fonctionne très bien, je l'ai déjà fait pour un réveillon d'ailleurs. Ce sont les anciens moules à tarte en porcelaine festonnée, oui, oui, dans lesquels on peut cuire donc des tartes au four, mais on peut également, réaliser ce plat-ci. Alors, il y en a qui existent en porcelaine, qui sont généralement blancs à l'intérieur et qui sont colorés à l'extérieur, souvent en rouge d'ailleurs, ouais. un peu rouge brique, qui font à peu près 3 centimètres, 3 centimètres et demi de haut maximum. Mais vous en avez également qui sont réalisés en pyrex. Ça marche aussi. Donc, Mmh. vous mettez votre composition dans le plat que vous avez légèrement beurré, ça évitera les problèmes, je dirais d'adhésion, surtout au moment de la vaisselle, hein. Heu, vous garnissez avec un peu de fromage râpé, un peu de chapelure. Si vous avez un vaporisateur à huile, c'est génial. Vous vaporisez un petit peu d'huile à la surface de la chapelure et puis vous enfournez, four à 180°. Alors vous réchauffez, ça prend entre un quart d'heure et 20 minutes et puis si la coloration n'est pas suffisante au-dessus, vous allumez tout simplement le grill de manière à donner, Oui, je dirais un bel aspect doré au-dessus de oui, votre gratin. Ça, oui. c'est une première chose. Vous pouvez également réaliser la même chose, mais en individuel, sous forme de cassolette. Donc cette fois-là, il vous faut soit des petits plats en porcelaine, soit des petites cassolettes en métal. Ouais, Vous allez garnir de la même manière, mais ce ne sera plus cette fois-là, je dirais un plat collectif, ce sera un plat individuel. ouais, Vous ouais. pouvez également réaliser du vol au vent. Alors un vol au vent, on confond quelquefois parce que dans le langage courant, l'un a été pris, pour l'autre. Il y a ce qu'on appelle les bouchées et puis il y a les vols au vent. Oui, Normalement, le vol au vent, c'est collectif. oui, Alors le vol au vent, quand on fait un vol au vent en pâte feuilletée pour 6, 8, 10 couverts, si on n'est pas professionnel, on l'achète chez le pâtissier, hein. oui, Ah oui, on demande à ce moment-là au pâtissier, «Écoutez, je voudrais bien avoir un vol au vent pour 8 personnes, hein, pouvez-vous me le réaliser?» Mais je vais quand même vous donner la manière dont on le fait, parce qu'il n'y a pas de raison, je ne vous le donne pas. absolument. Alors, voilà. On doit bien entendu avoir de la pâte feuilletée. Là, je ne vais pas vous expliquer maintenant comment on fait une pâte feuilletée, mais vous devez avoir 2 abaisses. Une pour la base et une pour ce qu'on appellera l'extérieur, donc la partie visible. Sur une tôle de four, vous allez donc la graisser légèrement. Vous allez d'abord découper dans votre abaisse de pâte feuilletée la base, c'est-à-dire un socle rond généralement, hein, d'à peu près 20, 30, 35 centimètres de diamètre Oui, selon votre besoin. oui, Je vous oui, le dis oui. quand même, ne vous lancez pas dans l'opération si vous ne l'avez jamais fait, hein, parce que Oui, bon, si vous n'avez jamais fait ce genre de choses, hein, et puis ça risque de rater comme on dit, hein. oui, oui, Donc, oui. vous découpez d'abord un socle. Ensuite, vous prenez du papier culinaire, papier blanc, hein, donc ne prenez pas des vieux journaux, hein. Vous prenez du papier culinaire et vous faites une grosse boule que vous pouvez, je dirais, que vous allez adapter à la taille de votre vol au vent. Alors une boule qui va devoir avoir et la hauteur et le diamètre le plus proche possible de votre socle à 2 centimètres près. Mmh, Vous allez mmh. comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi après. Il doit D'accord. être parfaitement en forme de tambour, légèrement arrondi sur les côtés, hein, Ouais. c'est nécessaire. Et puis vous abaissez une autre feuille de feuilletage et vous allez venir recouvrir l'ensemble Mmh et mh. avec un peu de dorure, vous allez souder la partie supérieure à la partie inférieure. Vous Oui, allez couper
et vous allez presser et puis avec une fourchette, vous allez donc imprimer, je dirais, les marques de la fourchette à plat, de manière à bien faire adhérer Oui. Ouais, les 2 abaisses de feuilletage. ouais. Après quoi, il vous faut décorer tout ça. Alors comment fait-on? On passe l'ensemble, je dirais, de la partie visible de feuilletage à la dorure. Dorure, ça peut être, un œuf entier battu avec une petite pincée de sel et un jaune d'œuf éventuellement. Donc on passe le tout au pinceau et puis après on découpe dans les chutes de feuilletage, on découpe à l'emporte-pièce des motifs décoratifs, des fleurons, des Mmh. étoiles, Mmh. toute une série de choses qu'on va venir appliquer et coller sur le reste, donc sur le vol au vent. Alors on fait un petit trou, hein, au-dessus pour que la vapeur puisse s'échapper et puis on cuit ça au four à 180° avec le papier à l'intérieur, hein, Mmh. attention, hein, Mmh avec mh. le papier à Bah oui, l'intérieur. sinon ça tombe, ça s'écroule. Sinon ça tombe évidemment, hein. Ouais. Alors, lorsque c'est cuit, alors comment voit-on quand c'est cuit? Eh bien, heu, on doit avoir quelque chose qui est uniformément doré et plus aucune trace, je dirais blanchâtre, ou jaunâtre, nulle part, sinon c'est que ce n'est pas suffisamment cuit. Mmh. Considérons une grosse vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Oui, Alors lorsque c'est cuit, qu'est-ce qu'on fait? Beh, on enlève du four et on laisse refroidir et oui, on attend que ce soit froid. À ce moment-là, on découpe un couvercle au-dessus et puis on enlève avec précaution le papier en le déchirant et en prenant, je dirais morceau par morceau, l'intérieur qui est constitué de cette, armature de papier et on a le vol au vent qui est terminé. Voilà, Mmh. ça c'est Mmh. comment on fait un vol au vent, mais je dirais que je viens de vous expliquer comment on faisait, mais en réalité, si vous devez, le faire pour votre réveillon, achetez-le, ne prenez pas le risque de le faire au dernier moment, Oui. c'est un peu scabreux si vous n'avez pas la je dirais la technique appropriée. Ouais, oui, Vous ouais. pouvez utiliser des bouchées que vous allez acheter également chez le pâtissier, que vous allez réchauffer, que vous allez mettre sur une assiette chaude et puis avec la louche, je dirais qui plonge dans la casserole de composition, beh, vous essayez de donner à chacun la même quantité de composition et vous n'avez pas peur de faire déborder la Oui, composition hors de la bouchée, il y a pas de ouais, problème, hein. ouais, Alors ouais. quand on a des bouchées à la reine, mais qui sont ici remplis non pas avec un vol au vent de volaille, mais avec, je dirais une composition de fruits de mer, on ne met pas de riz, hein, c'est soit l'un, c'est soit l'autre. Ah oui, Le riz, j'aurais non, pas eu le idée riz de ne s'emploie en accompagnement que lorsqu'il s'agit d'un plat principal. Or ici, c'est ouais, une entrée. ouais, Donc oui, le riz plus le feuilleté ne s'emploie qu'en cas de plat principal, mais pas ouais, dans le cas d'une entrée. ouais. Alors par contre, si vous avez envie de mettre du riz, pas de problème, vous pouvez faire un turban. Alors comment Ah fait-on un alors, turban? oui. Alors on doit avoir pour faire ça, un moule, soit un moule de type, moule couronne dans lequel on fait des gâteaux, des baba au rhum par Mmh, exemple, mmh, hein, ou bien dans lequel on fait ce qu'on appelle des turbans Mont-Glas. C'est aussi une autre préparation, mais qui se fait avec des foies de volaille, celle-là. Donc vous allez cuire du riz, tout simplement à l'eau bouillante salée, hein, du riz dit du riz créole, tout simplement, hein. ouais, Vous allez beurrer généreusement votre moule et vous allez le remplir à ras-bord avec du riz. Bien entendu, du riz chaud, hein, que vous venez donc de d'égoutter, bien égoutter et vous allez tasser le riz de manière à ce que, je dirais, le dessus soit bien lisse, que vous oui, ayez une surface qui est bien lisse ouais. et lorsque vous avez donc rempli votre moule, vous allez le retourner sur un plat de service. Alors, D'accord. comment fait-on pour retourner sur un plat de service? En fait, on met le plat de service sur le moule et on le retourne à ce moment-là. On n'essaye pas de le retourner lui seul, on met toujours le plat de service au-dessus avant de le retourner, sinon vous allez avoir des catastrophes Mmh, évidemment, hein. mmh mh. Alors si vous utilisez un moule à charnière, c'est plus facile, parce que vous n'avez plus qu'à défaire la charnière pour enlever votre moule. Oui, Quand c'est un moule qui n'est pas avec charnière, il y a pas de problème, si vous l'avez bien beurré comme le riz est chaud, je dirais que ça doit venir tout seul. Et oui, puis vous garnissez l'intérieur de votre cercle avec, votre composition de poissons et fruits de mer. Si maintenant vous voulez réaliser ça en individuel, c'est pas plus compliqué, vous devez le faire avec ce qu'on appelle des moules à baba individuels tout simplement, hein. mmh mh, Et vous faites mmh. de la même manière, mais cette fois-là, vous avez beaucoup plus de manipulation parce que vous devez manipuler ça sur chaque assiette. Oui, Vous devez, les faire individuellement et là, vous avez intérêt soit à avoir une grande dextérité,
soit à avoir de l'aide au niveau du dressage en cuisine. Mmh, mmh. Maintenant, plus simple, ce sont les timbales de riz individuelles. Alors, les Oui, timbales de riz individuelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des timbales dans lesquelles on cuit normalement ce qu'on appelle des flancs au caramel ou des crèmes renversées individuelles. Alors, c'est exactement la même chose, hein. Vous beurrez convenablement l'intérieur du moule, vous mettez votre riz cuit chaud à l'intérieur, vous pressez, et puis vous retournez en fait le moule de riz sur votre main, et ensuite vous le déposez avec précaution sur l'assiette chaude. oui, Et puis vous garnissez à côté avec allez, votre appareil, donc aux fruits de mer. On peut d'accord. également réaliser des feuilletés individuels soi-même, qu'on ne doit pas acheter chez le boulanger. Là, ce n'est pas compliqué, je vous donne une idée. Soit vous avez des emporte-pièces en forme de feuilles d'arbre, qui vont vous servir à emprunter dans la pâte feuilletée des feuilletés en forme de feuilles, que vous n'aurez plus qu'à inciser très légèrement. Alors pour inciser, ça ne se fait pas avec un couteau, parce que vous risquez de blesser votre pâte feuilletée. Ça se fait avec un cure-dent en bois, ça marche très Oui, bien, ou un oui, pic à brochette en bois. Et alors oui. là, vous dessinez les nervures de la feuille, et puis vous passez à la dorure avant de cuire. Quand on passe à la dorure, on doit toujours faire attention à ne pas faire couler la dorure sur la plaque. Mmh, mmh. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Elle brûle Ça et alors brûle. elle Oui, empêche le feuilletage de monter. oui, Donc on doit oui, toujours dorer très légèrement en retrait du bord pour éviter que la dorure ne coule. Et oui. alors plus simple, ça c'est vraiment le feuilleté que je faisais professionnellement, si vous n'avez pas de perte, vous découpez des carrés de pâte feuilletée. Et puis, sur chacun de ces carrés, vous dessinez avec votre cure-dent, vous dessinez une feuille stylisée sur le Mmh. carré de pâte feuilletée, Mmh et mh. puis vous dorez. Et alors là, vous n'avez pas de chute, vous n'avez pas de perte, vous n'avez Ouais, pas de perte de feuilletage. ouais, Bon, ouais. cuisson, 180 degrés pendant, je dirais une vingtaine de minutes également. On peut Mmh aussi mh. faire des fleurons. Alors les fleurons, ce n'est pas compliqué. On prend un emporte-pièce cannelé d'à peu près 6 centimètres de diamètre, et puis on avance et on donne chaque fois 2 coups d'impression dans la pâte feuilletée, et on a ces espèces de petites lunes avec un Ah festonnage oui, autour. oui, Voilà, d'accord, hein, ce d'accord. sont donc, Ouais, c'est ce qu'on appelle un fleuron, et alors là, on d'accord. met des fleurons en garniture sur l'assiette. Quand on sert avec un fleuron, ce que je conseille, c'est d'utiliser à ce moment-là ce qu'on appelle, soit une assiette creuse à potage, soit une assiette à œufs brouillés. Ça marche très bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les assiettes à œufs brouillés? Ce Pas sont du des tout. assiettes creuses, mais dont le creux central est beaucoup plus petit qu'une assiette à potage. Ah oui. Ce sont des assiettes qui sont spécifiques pour les entrées, et quelquefois dans ces assiettes-là, on trouve des modèles avec un couvercle, Mmh mh. et le couvercle permet, disons, en principe, de garder chaud pendant qu'on fait le service. Entre le D'accord. moment où ça part de la cuisine et le moment où ça arrive en salle devant les invités, et on retire le couvercle au dernier moment. À ce Ouais, moment-là, vous servez la composition directement dans l'assiette creuse chaude avec le couvercle, et vous mettez le fleuron, je dirais, juste à côté sur l'aile de l'assiette, de un ou 2 fleurons, de ouais, manière à ce que le fleuron, ne prenne pas l'humidité de la vapeur, donc si vous le ouais. mettiez sous la cloche. Mmh mh. Alors, on peut également servir ceci dans des coquilles Saint-Jacques, donc dans des coquilles creuses. Il Oui, en les existe, coquilles, oui, oui, je dirais artificielles, c'est-à-dire en porcelaine, hein. oui. Celles-là, elles sont pérennes. Les autres, bon, il faut les nettoyer chaque fois, vous allez me dire les assiettes aussi, mais elles sont plus difficiles à nettoyer. Et puis, je dirais que les coquilles, en porcelaine, ont une meilleure hygiène que les coquilles naturelles, hein, malgré tout. Oui, Alors, oui. comment peut-on faire lorsqu'on utilise une coquille Saint-Jacques pour pouvoir en mettre davantage? Alors, il y a une astuce qui consiste à faire ce qu'on appelle une bordure en pomme duchesse. Ah voilà. Alors, une pomme duchesse, c'est tout simplement de la pomme de terre écrasée qu'on a fait cuire à l'eau salée, hein, donc départ eau froide, amenée à frémissement. On laisse cuire entre 15 et 20 minutes selon la taille des morceaux. On égoutte, on fait sécher la pomme de terre sur le feu, hein, légèrement, pour que l'humidité, je dirais, qui est résiduelle et qui ne demande qu'à s'évaporer, s'en aille. Et puis on ajoute l'équivalent de 80 grammes de beurre et 6 jaunes d'œufs au kilo de pommes de terre. Du sel, du poivre, un petit peu de noix de muscade. Tout ça a bien été écrasé ensemble, soit avec un pilon, soit qu'on a passé le tout au passe-purée, au moulin à légumes. On met ça dans une poche à douille,
et puis on va faire une bordure en pomme duchesse sur la coquille Saint-Jacques de manière à pouvoir élever le niveau et la quantité qu'on va pouvoir mettre. oui, oui, Alors vous oui, garnissez votre coquille Saint-Jacques, de nouveau vous mettez un petit peu de fromage râpé, éventuellement un peu de chapelure, on pulvérise avec un tout petit peu d'huile, avec un vaporisateur et on repasse au four. Alors tout ça, ça peut se faire à l'avance évidemment. Je ne parle pas du oui, dressage des feuilletés, mais tout oui, ce qui est, heu, plat collectif à gratin, plat individuel, coquille Saint-Jacques à repasser au four, quand vous allez chez les traiteurs au moment des fêtes de fin d'année, on vous les vend, je dirais, bien à l'avance, vous n'avez plus qu'à réchauffer. Donc oui, vous pouvez faire la même chose, les faire à l'avance évidemment oui, et vous n'avez plus qu'à les réchauffer, hein. tout à fait. Alors il y a encore une autre manière de présenter les choses, ce serait d'en faire une soupe. Alors à ce moment-là, vous n'allez pas diluer la bisque, de la même manière puisque là vous aviez réalisé une sauce. Vous allez tout simplement rajouter la même quantité, d'eau comme la recette le prévoit et vous allez mettre vos champignons et vous allez mettre vos garnitures de poissons, fruits de mer, crustacés dans le potage. Alors si vous voulez portionner facilement et ne pas vous je dirais vous ennuyer, voilà comment vous devez procéder. Vous prenez des soupières tête de lion en porcelaine. Je crois que vous voyez tous ce que c'est. Ce sont des soupières comme on réalise la soupe aux truffes, Valéry Giscard d'Estaing, hein. Oui, oui, À l'avance, vous découpez des disques de pâte feuilletée d'un diamètre supérieur de 2 centimètres au diamètre extérieur et supérieur de votre soupière. Pourquoi? Parce que vous allez devoir faire adhérer votre pâte feuilletée sur le bord de la soupière. et il faut que ça retombe. Il faut que ça retombe un petit peu pour que ça colle, hein. Eh oui, Alors, vous allez mettre dans vos soupières votre garniture, les champignons, les poissons, les fruits de mer, les crustacés et ça vous permet de doser exactement pour chacune des soupières la même quantité. Si vous avez décidé de mettre un scampi, par exemple, ou un gambas, eh bien, vous saurez le mettre, je dirais, sans aucun problème oui, à chacun. Donc ça, oui, c'est très facile. oui, Au moment du service, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez une dorure qui est prête, vous allez faire chauffer votre bisque. Vous rajoutez une louche et demie de bisque sur chacune des soupières. Vous prenez votre dorure et vous dorez le bord de la soupière. Vous mettez tout de suite la pâte feuilletée sur le bord de la soupière, donc au-dessus, vous faites le couvercle et vous le collez, je dirais sur le bord, hein, en passant vos 2 mains le long du bord supérieur de la soupière de manière à ce que ça adhère convenablement et vous dorez. Vous pouvez faire un tout petit décor avec une pointe de cure-dent pour que ce soit plus joli également au-dessus, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Vous ne faites surtout pas de trous, eh ça c'est oui, important, eh oui. parce que si vous faisiez un trou en disant: «Tiens, je vais faire une petite cheminée parce que ça sera beaucoup plus pote», non, ça empêchera la pâte de gonfler Mmh, évidemment. mmh, Donc mmh, vous ne faites mmh. surtout pas de trou, ça doit être étanche et puis vous glissez ça dans un four bien chaud, de nouveau, four à 180-190 degrés. Oui, Vous travaillez sur grille de préférence. Pourquoi? oui, Parce que comme ça la chaleur va venir par en dessous. Vous ne oui. mettez pas le grill au-dessus, mais vous travaillez sur grille plutôt Sur une heu, plaque. que sur une plaque, Oui, voilà. oui, Ça va absolument. mieux chauffer Oui, oui. et puis considérez une vingtaine de minutes de passage au four et votre pâte feuilletée va faire un beau ballon, va faire une belle montgolfière au-dessus de la soupière et vous n'avez plus qu'à servir à ce moment-là et vous avez à ce moment-là, à la fois le potage et l'entrée chaude, au sein du même plat. Oui, puis c'est très beau, quoi. Tout de suite, Et puis c'est très beau, c'est un peu spectaculaire. ça Alors au en moment jette. où chaque convive, reçoit sa soupière, alors bien sûr on ne transporte pas les soupières comme ça. On les met toutes sur une assiette à entremets avec une petite dentelle ou une serviette pliée en 2, de manière à ce que ce soit joli, et on transporte les assiettes. On ne prend pas chaque soupière individuellement pour la porter aux convives, ce serait casse-gueule, hein, donc on Oui. met ça sur Ah une oui. assiette évidemment, hein. Mmh, 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 mmh. Alors chacun avec sa cuillère à entremets va découper le couvercle de la soupière et puis vous allez avoir des arômes comme ça qui vont monter, Mmh, mmh. qui vont se diffuser. C'est joli et c'est intéressant. En effet. Alors encore une autre manière de faire, c'est de faire une, timbale, individuelle ou collective, mais dont la farce se trouve à l'intérieur. Alors là, il y a plusieurs possibilités.
Ça demande un petit peu plus de technique. Je dirais que ce n'est réservé qu'aux professionnels, hein. Il faut prendre une timbale collective que vous allez, beurrer, que vous allez chemiser avec du riz en creux. Vous allez mettre la composition au milieu, puis vous allez remettre un tampon de riz au-dessus. Alors il faut faire tout ça à chaud, bien entendu. C'est ça le problème, il faut faire ça à chaud et puis renverser votre timbale garnie sur un plat de service et puis remettre un petit cordon de sauce autour. On peut faire ça également sous forme de ruche en utilisant toujours la même technique, mais des pâtes du style macaroni non coupé ou éventuellement des gros spaghettis que vous allez enrouler en spirale, je dirais sur le bord intérieur de la timbale et vous allez ensuite farcir l'intérieur. À ce moment-là, vous devez le faire avec la préparation quasiment, non dilué. Au lieu de mettre la moitié de la crème fraîche que vous avez par rapport au poids de la bisque donc acheté, en conserve, vous ne mettez plus qu'1 décilitre, donc un 10. Au lieu de mettre 50, vous ne mettez plus que 10, juste pour blanchir un peu et alléger un peu votre sauce. Parce que Ouais. si vous mettiez trop de liquide, vous auriez à ce moment-là une farce qui est beaucoup trop liquide et elle va, ouvrir votre ruche ou bien votre timbale. Mais ce sont je dirais des recettes ou des techniques qu'on va plutôt voir à Top Chef, Oui, plutôt que chez soi un soir oui, de oui, oui, réveillon quand oui, on reçoit des gens pour absolument. la première fois. Mais Ouais, ça, je vous ouais. donne encore deux autres manières de faire pour le plaisir, mais c'est un peu casse-cou de le faire, soi-même au dernier moment. Oui, il faut être un peu averti quand même, Faut hein. être un peu averti quand même. Oui, Alors, je oui, nous pense sommes qu'ici que j'ai fait le tour de toutes les manières dont on peut présenter ce genre de choses. Il y a encore une autre manière, c'est de faire une quiche. Alors, oui, oui, sous forme de quiche. À ce moment-là, vous prenez votre sauce du départ, vous allez ajouter des œufs dedans. Alors par oui, litre de sauce, vous ajoutez l'équivalent de 6 œufs entiers et puis vous mettez seulement les fruits de mer dedans et puis vous mettez ça dans je dirais dans votre quiche, pré-cuite ou non, hein, ça dépend un petit peu. Si c'est une pâte qui est un peu épaisse, il vaut mieux la pré-cuire un peu. oui, Sinon, comment dirais-je? Sinon, ce n'est pas nécessaire. Une pâte feuilletée n'est pas nécessaire, par exemple. Vous foncez votre moule beurré, vous mettez votre composition. Vous pouvez fromager, sur le dessus, mais vous ne mettez pas de chapelure cette fois-ci et puis vous cuisez comme une quiche traditionnelle et vous servez avec une petite salade, avec un petit mesclin. Ce sont tous des vous voyez qu'à partir d'une recette de base qui n'est pas compliquée au départ, oui, vous oui, avez des dizaines de manières de la présenter, de ouais, la de ouais. la Mmh. de la magnifier, selon vos Heu, envies. Mais le plus simple reste quand même le gratin collectif, hein, ça c'est oui. c'est évidemment le plus simple. Dis-moi Guy, si on met un tout petit peu, un tout petit râpé de truffe, qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que truffe, homard et sauce bisquée, ça peut très, très bien marcher. Voilà, mais alors très Donc un peu, hein, peu de truffe un juste peu de un truffe peut très, très bien fonctionner, pas de problème. ouais, un tout petit râpé, ouais, ouais, moi je verrais bien ça. Oh, ah beh, voilà une très belle Eh beh, je crois recette. avec tout ceci, vous avez de quoi, je dirais, réfléchir à vos fêtes de fin d'année, Absolument. sur la manière de présenter, votre composition. Oui. Qu'est-ce qu'on boit avec tout Oui, qu'est-ce ça? qu'on boit avec ça? Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Beh, Ouais, évidemment du vin blanc, hein. Un ouais, vin blanc ouais, sec, ouais. mais pas trop sec quand même. Il ne faut pas mettre un vin qui soit Oui, oui, qui soit trop 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 dry, je vais dire. ouais. Heu, les Alsaces vont très, très bien marcher. Mmh. Par contre, pas un Gewürztraminer. Ah bah non. Le Gewürztraminer ne va pas fonctionner, il est Non. trop trop fleuri. Oui, oui, absolument. Heu, vous avez les entre-deux-mers au niveau de Bordeaux. Ouais. Vous avez tous les Loirs blancs, mais pas Mmh. le gros plan du pays nantais, il va être Mmh mh. trop trop Mmh. acide. Le Ouais. Sancerre, qui est aussi un Loir, qui va très, très bien Oui, marcher. ouais. Vous avez en Un chablis en aussi? Savoie, le Chablis, bien entendu, tous les grands Ah, Bourgognes, hein. ouais, ouais, Les Chablis, les Meursault, évidemment, hein. ouais, ouais. Vous avez également les côtes du Rhône blanc. Les côtes du Rhône septentrionaux vont très, très bien Oui, fonctionner. oui. Lequel tu vois en Vous avez Savoie? alors en Savoie, ben, vous avez tous les Savoies habituels, hein, les Apremont et autres, Alors tous les Chignien, je vins oui, je oui, tous serais les vins plus blancs qu'on met.
qu'on met avec les raclettes habituellement. Maintenant, ce ne sont pas mes préférés, mais je dirais Non, que, ils vont fonctionner. Ils vont fonctionner d'autant plus, imaginons que vous mettiez de l'écrevisse, par exemple, hein. oui, À ce moment-là, ils vont fonctionner. Maintenant, moi, je resterai plutôt sur les grands bourgognes blancs, oui, sur les Loirs ou sur les grands Bordeaux. Maintenant, oui, vous avez en Australie, vous avez en Nouvelle-Zélande, vous avez en Afrique du Sud, vous avez en Argentine et vous avez, au Chili, toute une série de chardonnays qui vont aussi très, très bien fonctionner. oui. Cela dit, revenons sur la Savoie. Près de Chambéry, le village de Chignien-Bergeron, il y a un très joli blanc, très légèrement fruité et avec un peu de charpente qui irait très bien avec ça. Eh bien, Chignien-Bergeron, mesdames, messieurs. je fais confiance au local de l'étape. Voilà, voilà. Et je suis très fier de dire, regardez le Chignien-Bergeron. C'est un petit peu confidentiel, mais on peut quand même en trouver auprès de son caviste. Vous lui demandez un Chignien-Bergeron, il va vous dire: «Ah, vous connaissez les vins de Savoie?» Mmh. À condition d'avoir un caviste qui les connaît Oui, et qui en est, parce que je oui, suppose que quand on quitte la région, que ça devient très confidentiel, hein. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, très bien. Bah, écoute, très belle recette, mesdames, messieurs. Vous nous dites ce que vous en pensez et puis surtout, vous nous direz, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans le cadre de ce repas de fin d'année, ce réveillon de fin d'année, vous allez peut-être faire quelques recettes, dont Guy nous a parlé. Faites-nous des photos, faites-nous vos commentaires, dites-nous comment vous les avez interprétées, qu'est-ce que vous avez bu avec, enfin voilà, tout ça nous intéresse beaucoup, n'est-ce pas Guy? Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci Guy Mais pour merci cette Claude, c'est réciproque et à bientôt. pour cette belle recette. Mesdames, messieurs, à bientôt, pour une prochaine, un prochain épisode, recettes, histoire, géographie, conférence de Guy. Merci. Bye bye, au revoir. À bientôt.